Donc, de nouveau, bienvenue pour cet atelier, toujours un deuxième atelier de ce salon virtuel Recréa, hein, dédié à la création, la reprise d'entreprise avec différents partenaires. On ouvre un peu le bal, on va dire, avec la CCI ce matin, avec la Chambre de métier, même si ma collègue n'avait pas pu co-animer cet atelier. Néanmoins, on spécifie, enfin, l'atelier à cette heure-ci, je vais y arriver, je cafouille, excusez-moi. L'atelier de l'instant est consacré vraiment à la micro. Donc, je reprécise peut-être que la micro, on est bien sur une entreprise individuelle, hein, qui choisit une option particulière. On a vu ce matin l'étape préparatoire, l'information, hein. J'ai une idée, comment je découle, comment je recherche de l'information concernant mon marché. Je travaille à l'aspect financier, à la recherche de financement. Et une fois que j'ai bien défini ce cadre financier, l'option fiscale et le choix juridique, je peux lancer mon projet. Alors, la micro, qu'est-ce que c'est et pourquoi l'avoir mise en place, tout simplement. Le régime de la micro, hop, je vais y arriver. Je suis allée un peu vite, excusez-moi. C'est le cafouillage du début. Le régime de la micro, en fait, historiquement, ça remonte aux années 2009 à peu près, avec une volonté, en fait, de l'État à l'époque de proposer aux personnes qui avaient besoin ou souhaitaient rechercher des revenus complémentaires de pouvoir le faire dans des conditions assez souples, assez simples, sans que ça génère trop de paperasse. C'était aussi pour eux l'objectif un petit peu de relancer l'entrepreneuriat et puis de faciliter les personnes qui avaient une activité complémentaire en leur donnant un régime assez souple qui leur permettait facilement de déclarer les revenus qu'ils dégageaient de cette activité indépendante. Donc, ce régime est possible pour quasiment tous les secteurs d'activité. Il y en a quelques-uns qui sont exclus, mais c'est très, très minoritaire. Voilà la base de ce régime. Et puis, il y a eu un engouement tel, parce que le but, en effet, de relancer un peu l'entrepreneuriat a été atteint, hein. On peut dire ce qu'il en est aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a plus de 550 000 créations d'entreprises en France. C'est quasiment une entreprise sur deux, hein, dont le dirigeant choisit une entreprise individuelle et ce régime de la micro-entreprise. Donc, c'est un régime qui séduit par sa simplicité. Pour autant, ce qui est simple n'est peut-être pas adapté à vous. Et donc, l'objectif de cette matinée, c'est justement de vous préciser tous ces points pour que vous fassiez votre choix en conscience et avec l'éclairage utile qui vous permettent de vous dire, dans le fond, ce régime, est-ce qu'il est vraiment adapté à mon projet? Donc, toute personne, comme je le disais à l'instant, hein, qui souhaite créer une activité indépendante peut le faire en régime micro. Il y a quelques activités qui ne sont pas autorisées dans le cadre de ce régime, néanmoins, hein. Les activités qui relèvent de la mutualité sociale agricole, qui relèvent des bénéfices agricoles, par exemple l'entretien des jardins, le débroussaillage, des activités de marchand de biens, des agents immobiliers, quelques activités libérales et artistiques, mais ça reste somme toute extrêmement restreint. Et donc, on peut quand même globalement dire que tout porteur de projet qui souhaite créer une entreprise individuelle et choisir le régime de la micro peut le faire en toute quiétude. Alors, il y a plusieurs préalables. D'abord, et tout repose sur l'intérêt d'avoir préalablement établi un prévisionnel, hein, un compte de résultat prévisionnel notamment. C'est parce que le régime micro est limité aux personnes qui ne dépassent pas un certain niveau de chiffre d'affaires. Alors, quel est-il? En fait, quand je fais de l'achat-revente, je suis commerçant, j'achète des marchandises, je les revends en l'état, hein, avec mon conseil. On est bien dans cette catégorie d'achat-revente.
Je suis hôtelier, je commercialise ma chambre d'hôtel, je fais de la vente aussi, c'est de la vente de logement, mais enfin la vente d'une offre de logement, de location de logement, mais on est bien dans cette activité d'achat-revente. Donc le plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser annuellement, donc du 1er janvier au 31 décembre, c'est 176 200 €. J'ai une autre activité, je fais du service. Je fais du service de la location, par exemple, de matériel de ski. C'est du service. Je fais de la pose de réseau électrique. C'est du service. Je suis coiffeuse. J'ai aussi une activité de service. Donc, photographe, enfin voilà, vous voyez ce à quoi je fais allusion, je suppose. Donc, on est bien dans ce cas de figure. Maximum 176 200 € si je fais de l'achat-revente, maximum 72 500 € si je fais du service. Que ce soit, quand on parle de service, on parle bien de l'activité libérale, artisanale ou un service dans le cadre du commerce. Donc, 1er janvier, 31 décembre. Si je crée mon activité le 15 avril, eh bien, je n'aurai plus la capacité de faire ce niveau-là de chiffre d'affaires. Il faudra que je proratise pour savoir quel est mon plafond maximum de chiffre d'affaires à ne pas dépasser jusqu'au 31 décembre de l'année 2021. Si je suis sur une double activité, par exemple, je suis un magasin de sport, je fais de la vente de ski, de lunettes, etc. Et en plus, je fais, Ouais, par dis-moi. exemple, de la réparation de vélo. Pardon? Non, excusez-moi, je suis au téléphone. Pas de souci. Je fais de la réparation de vélo. Eh bien, ma partie réparation, on est bien dans une activité de service. Et donc, mon chiffre d'affaires total, c'est 176 200 €. Le volume global de réparation de vélo ne pouvant pas dépasser 72 500 €. D'accord? Et je dissocierai dans ma traçabilité comptable les activités qui sont de la vente de celles qui sont que du service. Donc, ça, c'est un point, premier élément, le premier seuil, le chiffre d'affaires. Deuxième élément, simplement savoir que si vous dépassez ces seuils, ben, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas trop grave, on va dire, la première année. Vous avez droit à une deuxième année avec un dépassement. Enfin, si vous dépassez la première année, vous avez droit à pouvoir rester quand même dans l'année suivante en micro, sous réserve de ne pas dépasser strictement, par contre, ce niveau-là de chiffre d'affaires. Si vous avez aussi dépassé en N+1, ben là, obligatoirement, vous basculerez dans un régime réel la 3e année de votre activité. Donc là, vous avez un exemple. Si je suis exploitant, que je dépasse mon chiffre d'affaires en année N et que, par exemple, 195 000 €, qu'il est à 205 000 en année N+1, ben, le régime micro s'applique pour l'année N et pour l'année N+1. Par contre, en 2023, je ne serai plus en capacité de rester sous ce régime. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, comment ça se passe concernant la TVA? C'est aussi un autre sujet. Si je suis si je choisis le régime de la micro-entreprise, en base, je suis en franchise de TVA. Si uniquement j'ai un chiffre d'affaires en vente qui est inférieur à 85 800 € ou si mes services, ma prestation de service ne dépasse pas 34 400 €. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mon prévisionnel. J'ai vu que j'allais faire un prévisionnel à 80 000 € de chiffre d'affaires. Je peux tout de suite être en franchise de TVA. J'ai super bien travaillé. Au final, j'ai 95 000 € de chiffre d'affaires. Je peux rester au régime de la micro-entreprise. Par contre, il va y avoir une incidence sur la notion de TVA. Je ne peux plus rester dans le cadre de ce régime puisque j'ai 95 000 €. J'ai bien dépassé les 94 300, 95 000 €. Je ne peux plus rester en franchise de TVA. Je vais donc devoir payer de la TVA sur la différence entre
mon chiffre d'affaires, donc entre mes 85 800 euros et mes 95 000 euros que j'ai effectivement générés. Donc ça, c'est un point important à appréhender, en particulier, d'où l'intérêt de travailler sur un prévisionnel, puisque on va. Alors, il y a une personne qui nous a rejoint. Bonjour, on a démarré. Par contre, n'hésitez pas. Je pense que vous avez vu. Je vais peut-être. J'ai pas prêté attention au moment où vous êtes arrivé. Je repasse juste rapidement. On se disait à l'instant que le régime de la micro, on est bien en entreprise individuelle. Que ça limite au niveau, que le cadre majeur, on va dire, c'est le seuil de chiffre d'affaires que vous ne pouvez pas dépasser pour choisir ce régime micro. Les deux seuils à retenir, 176 200 euros en achat-revente et 72 500 euros en activité de service. Si j'ai une double activité, à la fois de l'achat-revente et une partie de service, mon chiffre d'affaires global à ne pas dépasser, c'est celui-ci, sachant que dans ces 176 200 euros, il y a un plafond pour l'activité de service. Donc, ensuite, au niveau de la TVA, je reste en franchise de TVA. Concrètement, ça veut dire quoi quand je suis en franchise de TVA? J'achète des marchandises, je paie mon fournisseur, peut-être TTC si lui est soumis à TVA. Je revends à mes clients, particuliers ou professionnels. Je ne facture pas à mes clients TVA. Je suis en franchise de TVA. D'accord? Je reste en franchise tant que je ne dépasse pas 85 800 en achat-revente ou en prestation 34 200. Si je dépasse ce seuil, je bascule et je deviens soumis au paiement de la TVA. Et ça veut dire que concrètement, mes prix, je ne vais pas pouvoir, si je n'ai pas travaillé mon prévisionnel en amont, si je n'ai pas appréhendé le risque de dépassement de ces plafonds de chiffre d'affaires, 85 800 euros ou 34 200, si je ne l'ai pas intégré dans mes calculs, je vais devoir déclarer auprès de mon client, je vais devoir facturer de la TVA. Donc attention, hein, le client, il ne sera pas très heureux si vous lui facturez sur 20% de TVA supplémentaire. Donc attention à bien appréhender votre prévisionnel, à identifier les montants de vos chiffres d'affaires pour pouvoir calculer vos prix clients, j'entends bien sûr, en fonction de la TVA, savoir si oui ou non vous allez être en deçà de ces plafonds ou si vous allez être largement au-dessus parce que ça impliquera une incidence sur vos tarifs. Et ce qui n'est pas neutre pour un client, évidemment. Je pense que si vous mettez à la place du client, vous le comprendrez aisément. Donc, c'est important cette notion de prévisionnel pour bien situer ce régime. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre si il y a des sujets. Hein. Donc, bien sûr, analyser l'intérêt de la franchise de TVA en lien notamment avec vos investissements. Comme je le disais tout à l'heure, quand vous êtes au régime de la micro, de fait, vos achats et vos investissements ne sont pas soumis à TVA. Ça veut dire que, par exemple, si je prends le cas d'un maçon qui doit s'acheter un véhicule, un camion-benne, par exemple, et qui doit acheter un échafaudage, bon, il va avoir un certain nombre, un montant d'investissement qui ne sera pas négligeable. S'il est au micro, sous le régime de la micro, en franchise de TVA, eh bien, au final, il va payer son investissement TTC, il ne récupérera pas la TVA sur son investissement et son client, il va déclarer, il va lui faire un devis et une facture hors taxe tant qu'il ne dépasse pas ses plafonds de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas neutre, il faut simplement bien l'intégrer. Hein. Vous achetez vos marchandises, vos investissements, vous financez, vous achetez vos investissements TTC. Et quand vous êtes en franchise de TVA, vous ne récupérez pas la TVA sur vos achats ni sur vos investissements. Bien sûr, si vous n'êtes pas sur ces seuils, hein, et vous n'avez pas à facturer de la TVA à vos clients non plus. Alors, les principes de la TVA, c'est juste un petit rappel, hein, je vais tout afficher. En fait, l'entreprise, hein, elle joue un rôle d'intermédiaire avec l'État. Sur les achats et l'investissement, elle peut déduire
de la TVA si la facture de son fournisseur mentionne que celui-ci est éligible à la TVA, et elle collecte la TVA pour le compte de l'État de ses clients. Et la TVA qu'elle doit reverser à l'État, c'est la différence entre ce qu'elle a collecté par ses achats ou ses investissements et ce qu'elle a collecté par ses achats et ses investissements en déduction, hein, et la TVA qu'elle a collectée pour le compte de l'État à travers le chiffre d'affaires qu'elle a encaissé de ses clients. Donc, c'est pas la TVA, c'est une question de trésorerie, hein. On ne fait pas de l'argent sur la TVA, mais ça rentre, ça sort. En tout cas, elle ne vous revient pas directement, hein. Alors, comment est calculé au niveau du régime de la micro-entreprise? On va distinguer la façon dont est calculé l'impôt sur le revenu de la façon dont est calculée ensuite les cotisations sociales. Quand je suis en entreprise individuelle, que j'ai choisi le régime de la micro-entreprise, j'ai un seul et unique indicateur qui est fondamental et qui sert pour tout, pour le calcul de l'imposition et pour le calcul des cotisations sociales. L'indicateur en question, c'est mon chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires. C'est cet élément-là qui est à connaître et à déclarer par mois ou par trimestre. Comment est calculé l'impôt sur le revenu quand je suis en entreprise individuelle au régime de la micro? Vous allez voir, ça va être simple. En fait, mon chiffre d'affaires, il est bien de 100. Hein, mes produits, ma prestation, elle est bien de 100. J'ai mes charges qui sont ici, qui sont des achats de matières premières, de marchandises, mon loyer, mon assurance, mes cotisations sociales, hein, les charges de personnel, les intérêts de l'emprunt. Tout ça, c'est un total de charges. Mon total de charges pour les activités d'achat-revente, l'État considère que tout ça là, représente 71%. C'est un forfait. Peu importe si je n'ai réellement payé que 50% de charges ou que j'en ai payé 80%, l'État s'en fiche. Ce qui lui importe, c'est connaître ici le chiffre qui est là. Combien de chiffre d'affaires j'ai généré? Pour la déclaration de mon impôt sur le revenu, le bénéfice ici, là, je déclare mon chiffre d'affaires. L'État va déduire de manière forfaitaire, si je suis en vente, 71%. Si je suis en activité libérale, 34%. Et si je suis en service, la déduction, elle est de 50%. Donc, ça veut dire que j'ai déclaré mon chiffre d'affaires, que ce chiffre d'affaires, si je fais à la fois de l'achat, vente et du service, je vais ventiler la partie de chiffre d'affaires que j'ai fait en achat, je vais le déclarer. On va me déduire 71% et je vais déclarer la partie de chiffre d'affaires que j'ai fait en service et on va me déduire 50%. Donc, mon bénéfice ici, au final, l'État ne me demande pas de déclarer le montant de mon bénéfice, il fait un calcul forfaitairement, arbitraire, hein, c'est comme ça, c'est je fais de la vente, je déclare mon chiffre d'affaires, on m'enlève 71% et j'ai donc un bénéfice qui correspond à 29% de mon chiffre d'affaires. Je fais du service, je déclare 100, on m'enlève 50 et j'ai mon bénéfice qui équivaut à 50. Je suis en activité libérale, je déclare 100, on me déduit 34 et mon bénéfice, c'est 66. J'ai potentiellement les 3 activités, je déclarerai mon chiffre d'affaires par activité et la déduction se fera par secteur d'activité aussi. Donc, quand on est sous le régime fiscal de la micro-entreprise, le seul indicateur à déclarer, c'est le chiffre d'affaires.
Cette déclaration, elle se fait au mois ou au trimestre. Vous faites une télédéclaration sur le site dédié et vous mentionnez le chiffre d'affaires et l'abattement se fait de manière forfaitaire. Sachant que le chiffre d'affaires pour le calcul de l'impôt sur le revenu, vous devrez le faire au fil de l'eau pour le paiement de vos cotisations sociales et si vous souhaitez opter pour ce qu'on appelle le prélèvement libératoire. Donc, si vous voulez payer au fil de l'eau sur la base du chiffre d'affaires que vous encaissez l'impôt sur le revenu, eh bien, vous ferez cette option de prélèvement, de versement libératoire. Et dans ce cas-là, vous paierez au fur et à mesure 1,7% de votre chiffre d'affaires si vous avez une activité de service, 2 et 1% si vous avez une activité d'achat-revente. Et en activité libérale, c'est 2,2%. Donc, ça, c'est une possibilité. Prélèvement libératoire, j'encaisse du chiffre d'affaires. Au mois ou au trimestre, selon ce que j'ai choisi, je paye mon imposition sur mon chiffre d'affaires au fur et à mesure. Attention à cette décision-là. Ça veut dire que si même vous n'étiez pas vous-même imposable de par votre situation personnelle, familiale, etc., en choisissant l'option prélèvement libératoire, de fait, vous êtes imposable puisque vous déclarez vous payez de l'impôt. Vous payez de l'impôt sur le revenu. Si vous ne prenez pas cette option prélèvement libératoire, en fait, vous aurez à déclarer annuellement, comme sur votre feuille d'impôt personnel sur le revenu, votre chiffre d'affaires. Et donc, l'État fera cette déduction forfaitaire. Et l'impôt sera calculé sur la base des revenus déclarés. Est-ce que sur cette partie-là, tout le monde a bien... Vous avez des questions? Non? Bon. Alors, je continue. Voilà, 50%. Alors, ensuite, donc là, vous avez un exemple concret. Je suis commerçant, je réalise un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Mon bénéfice forfaitaire, c'est 10 000 euros moins 71%, c'est-à-dire 2 900 euros. Par contre, je ne peux plus rien déduire parce que toutes mes charges, elles sont comprises là-dedans. Attention, si je prends cet exemple et que j'ai donc mon commerçant qui réalise toujours 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui, au lieu d'avoir ici non pas 71%, mais à 80% de charges parce qu'il a un loyer, il a fait appel ponctuellement à un salarié. Au réel, dans sa poche, il n'a plus que 2 000 euros, 80%, 20% de 10 000, il n'a plus que 2 000 euros dans sa poche. Or, fiscalement, son bénéfice considéré par l'État est de 2 900 euros. Donc, il va payer de l'impôt en réalité sur une somme qu'il n'a plus dans sa poche. Donc, c'est pour ça aussi que le prévisionnel a tout son intérêt, justement, pour pouvoir affiner si oui ou non le régime de la micro est un régime adapté à votre projet. Alors, j'entends, s'il y a une personne qui parle, je suis désolée, je n'entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez monter votre son d'ordinateur? Peut-être que c'est un échange en aparté. Donc ça, c'est un sujet important, en lien avec le prévisionnel. C'est aussi à ça que sert un prévisionnel. Ce n'est pas uniquement pour faire plaisir à votre banquier, c'est aussi pour guider le choix du régime fiscal qui sera le plus adapté à votre situation, notamment en entreprise individuelle. Alors, en complément de cet impôt, du paiement de l'impôt sur le revenu, il y a quand même quelques taxes supplémentaires. Je vais tout vous afficher. Ce qu'on appelle d'abord la cotisation foncière et économique
des entreprises, la CFE. Hein. La première année, bonne nouvelle, vous n'avez pas de cotisation à payer. Et les années suivantes, la cotisation foncière économique est calculée sur la valeur locative du local utilisé par votre activité. S'il n'y a pas de cotisation de local, ben, c'est une cotisation minimale qui est déterminée en fonction de votre chiffre d'affaires. Et comme la CFE, elle est prélevée par les collectivités locales, notamment les communautés de communes, je ne suis pas en mesure de vous donner un indicateur puisqu'il est variable selon le territoire sur lequel vous allez vous implanter. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros, toutefois, il n'y a pas de CFE calculé. Ensuite, vous êtes entrepreneur, vous avez créé une entreprise individuelle. À ce titre-là, vous cotisez pour vous-même à la formation professionnelle. Ça veut dire que, bien sûr, il y a une cotisation, mais ça vous procure des droits en matière de formation. Donc, ça veut dire que demain, si vous souhaitez continuer à vous former pour votre métier ou sur des axes plus transversaux, sur du pilotage d'entreprise, sur du marketing, sur le e-commerce, enfin sur tous les sujets que vous souhaiterez, vous pouvez bénéficier aussi d'une prise en charge pour vos formations personnelles que vous allez suivre, ainsi que celle de votre conjoint si vous avez un conjoint collaborateur. Donc, vous allez cotiser en plus de l'imposition et des cotisations sociales qu'on verra juste après, vous allez cotiser pour la formation professionnelle, pour votre propre formation. Les taux de cotisation, comme je vous le disais tout à l'heure, le seul et unique indicateur dont a besoin l'ensemble des structures et des organismes, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est la base sur laquelle tout est calculé. Votre imposition, vos cotisations sociales et également, on l'a vu pour la CFE, mais aussi pour la formation professionnelle. Donc, je suis une activité artisanale, je paierai 0,3% de mon chiffre d'affaires pour ma propre formation. Je me constitue des droits en matière de formation. En commerce, 0,1%. Et si je suis une prestation de service ou une activité à caractère libéral, je paierai 0,2% de cotisation sociale. À cette contribution foncière économique, à cette contribution foncière professionnelle s'ajoutent, pour les activités qui sont commerciales ou artisanales, des taxes pour frais CCI ou chambre de métier. Ces taxes sont en fonction de votre secteur d'activité. Je ne vais pas rentrer dans le détail des pourcentages parce que vous pourrez les recevoir par mail et on y reviendra. Et puis, je ne veux pas que vous finissiez par avoir une tête bien pleine, mais qui puisse un peu nuire à la clarté de l'information. Donc, vous découvrirez ces taux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est en plus de l'imposition sur le revenu, vous avez quand même ces taxes-là supplémentaires dont il faut tenir compte dans votre prévisionnel, mais qui vous permet d'ouvrir des droits en matière de formation. Vous pourrez bénéficier de prise en charge. Ça, c'est quand même important de continuer tout en étant chef d'entreprise à vous former pour apprendre aussi des techniques nouvelles, pour être en réseau, pour avancer et continuer à développer votre entreprise. C'est toujours intéressant. Des formations qui sont proposées par votre filière professionnelle d'ailleurs. Hein. Mais le tout, c'est que vous puissiez bénéficier d'une prise en charge. Pour être concrète dans ce que je vous dis, par exemple, une activité commerciale, aujourd'hui, un commerçant qui a payé ses cotisations sociales, il a des droits ouverts en matière de formation à hauteur de 3 500 euros par an. Donc, ce n'est pas rien. Ça correspond à un certain nombre d'heures quand même. Donc, pensez-y, c'est un réflexe intéressant. Alors maintenant, d'un point de vue social, pardon? Oui, j'aurais une question. Si on est en activité mixte, oui, à chaque fois, tout comme le chiffre d'affaires, il va falloir faire 2 lignes. Là, on fait 2 lignes pour… C'est ça. Il y a une ventilation en fait. D'accord, ok. Alors, sur la cotisation, attendez, je vais revenir en arrière. Sur la cotisation, la formation professionnelle, en fait, là, si votre question est en lien vraiment avec ça, oui. En fait, vous allez être affilié à une activité principale. Par exemple, je ne sais pas si vous pouvez me citer l'activité que vous allez faire.
non, parce que c'est un cours, mais… D'accord. Bon, imaginons que ce soit du commerce, d'accord? Ouais. Vous êtes un commerce de prêt-à-porter, voilà, peu importe, ou un restaurant. Vous allez, votre activité restaurant, vous allez être dépendant de la CCI. C'est une activité principale qui est considérée comme commerciale. Donc, vous allez cotiser à 0,1% de votre chiffre d'affaires. D'accord, même s'il y a une prestation de service à côté. Même s'il y a une prestation de service. Alors, ça dépend si en prestation de service, vous êtes aussi en libéral ou pas, en fait. D'accord. D'accord, mais il n'y aura qu'une contribution, en fait, en fonction… En fonction de l'activité principale. D'accord. Et pareil pour les autres? Quels autres? La CFE, c'est sur la globalité du chiffre d'affaires. D'accord. Et après, non, après, ça va être ventilé, en fait. Ça sera ventilé, d'accord. Parce que les taux ne sont pas les mêmes, vous voyez. OK. Merci. De rien. Alors, sur le régime social, maintenant, comment ça se passe? En fait, vos cotisations sociales, voilà, on affiche tout. Vos cotisations sociales sont calculées toujours et encore sur le chiffre d'affaires que vous encaissez. Donc, c'est bien chiffre d'affaires encaissé. Ce n'est pas j'ai émis ma facture, je déclare mon chiffre d'affaires. Non, c'est le client m'a payé. J'ai encaissé mon chiffre d'affaires. Donc, sur la base du chiffre d'affaires encaissé, je vais déclarer mes cotisations, mon chiffre d'affaires au mois ou au trimestre en fonction des encaissements reçus. Si je n'ai pas d'encaissement, je n'ai pas de cotisation sociale. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas couvert en maladie, vieillesse, en indemnité journalière. Par contre, attention à la question de la validation des trimestres de retraite. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais si j'ai fait du chiffre d'affaires, je déclare au mois ou au trimestre et mes cotisations sociales, elles sont en fonction de mon secteur d'activité et de la nature de mon activité. Comme vous, Stéphanie, je crois que c'est vous qui preniez la parole tout à l'heure, on a une double activité vente et service, alors là, oui, on dissocie bien les deux activités. On déclare le chiffre d'affaires en vente et les cotisations sociales, c'est 12,8% de ce chiffre d'affaires. En activité prestation de service, on est à 22%. Et pour les activités libérales, alors la CIPAV d'ailleurs est en train de migrer vers la sécurité sociale des indépendants et disparaît au profit de la sécurité sociale des indépendants. Donc les cotisations sociales sont aussi de 22%. Donc si j'ai 10 000 € de chiffre d'affaires au global, que j'ai 5 000 € en vente et 5 000 € en service, je vais payer 12,8% sur les 5 000 € commerciaux et 22% sur les autres 5 000 €. Attention, simplement, vous devez déclarer un chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive, même s'il est nul. Même si vous n'avez encaissé aucune facture un mois donné ou un trimestre donné, vous devez déclarer même 0. Vous n'aurez pas de cotisation à payer puisque vous n'aurez pas fait de chiffre d'affaires. Vous serez quand même couvert en maladie, en invalidité journalière, en allocation familiale. Vous aurez quand même le versement de ces prestations. Attention, un point, c'est qu'au niveau de la retraite, si vous n'avez pas déclaré suffisamment de chiffre d'affaires qui permettent de dégager un revenu, donc le bénéfice supérieur à presque 8 000 €, vous ne validerez pas l'intégralité de vos trimestres de retraite. Donc, voilà pour la partie des cotisations sociales. Vos obligations maintenant, d'abord d'ouvrir un compte bancaire qui est dédié à l'activité au plus tard dans les 12 mois. Ça ne veut pas dire, quand on dit ça, ça ne veut pas dire ouvrir un compte pro. Ça veut dire j'ai un compte personnel, je dois ouvrir une sorte de sous-compte, un deuxième compte à moi perso, rattaché peut-être à mon premier compte, mais dans lequel je vais mettre l'ensemble des transactions relevant de mon activité, de façon à dissocier ce qui est du perso du professionnel.
Je dois tenir un registre des achats et des recettes. Je dois mentionner sur mes factures que la TVA est non applicable tant que je n'ai pas dépassé les seuils. Souvenez-vous des 34 400 ou des 85 800. Tant que je n'ai pas dépassé ces seuils-là, je ne facture pas de TVA à mes clients et je dois mentionner cette information-là sur mes devis ou sur mes factures. TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. C'est une obligation. Si j'ai deux activités distinctes, je tiens deux comptabilités. En fait, je sépare vraiment la partie achat-vente et la partie service pour bien dissocier au moment où je fais mes déclarations de chiffre d'affaires. Si j'ai une activité mixte de l'achat-revente, une seule comptabilité avec la ventilation de mes recettes. Oui, là, je disais, si j'ai deux activités distinctes, par exemple, une activité libérale et une activité commerciale, elles sont vraiment distinctes, puisque c'est d'un côté ce qu'on appelle des bénéfices industriels et commerciaux, et de l'autre, des bénéfices non commerciaux pour l'activité libérale. Donc, on est vraiment, il faut bien distinguer les deux. Si maintenant, il y a une activité mixte, c'est une seule comptabilité avec la ventilation des recettes entre la vente et la prestation de service sur les registres dédiés. Télédéclaration des revenus sur un formulaire, je vous ai mis la référence et en recevant le support, vous aurez le lien pour aller directement voir de quoi il en retourne, le formulaire 2042P qui est un formulaire complémentaire que vous joignez à votre feuille d'imposition personnelle sur le revenu. Et puis, la télédéclaration du chiffre d'affaires se fait sur le site de l'URSSAF pour la partie chiffre d'affaires, le paiement éventuellement du prélèvement libératoire, mais aussi le volet social. Alors, un point important concernant l'ACRE, pour les personnes qui sont sous un régime de micro-entreprise, pour bénéficier de l'aide aux créateurs repreneurs d'entreprise et donc une exonération des cotisations sociales ici je vais revenir dessus, non, c'est l'autre seuil, voilà. Par le biais de l'exonération des cotisations sociales, l'ACRE, l'aide aux créateurs, aux repreneurs d'entreprise, grâce à une demande d'ACRE, donc c'est un formulaire que vous devez télécharger et transmettre à l'URSSAF, vous pouvez bénéficier la première année d'activité d'une exonération équivalente à la moitié de ce taux-là. Ça veut dire que si je fais de la vente de marchandises, la première année, je ne paierai que 6,4% de cotisation sociale. Si je fais du service, la prestation de service, 11%. De la même façon que si mon activité a un caractère libéral, je ne paierai que 11% de cotisation sociale la première année. Je parle bien là exclusivement de la cotisation sociale. Pour bénéficier de ce dispositif, j'en bénéficie de plein droit si je suis demandeur d'emploi, indemnisé ou non indemnisé, jeune de moins de 26 ans, si j'ai une reconnaissance de handicap, que je suis en congé libre au choix d'activité ou éligible aux minima sociaux, RSA et autres, allocations spécifiques de solidarité, je peux bénéficier de l'ACRE. Et dans ce cas, je suis contrainte de faire cette déclaration ACRE auprès donc du centre auprès de l'URSSAF. Et donc, je vous ai précisé le lien ici. Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez accéder directement auprès de ce formulaire qui vous permettra de faire la déclaration auprès de l'URSSAF.
Voilà pour ce volet-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur… je vais peut-être passer un peu vite sur certains sujets. On peut y revenir. On a une petite dizaine, quinzaine de minutes pour revenir sur les différents sujets. Le régime micro, c'est bien une entreprise individuelle avec des plafonds de chiffre d'affaires, 176 200 ou 76 500 en vente ou en service. Il est intéressant pour moi si je suis dans un niveau de chiffre d'affaires qui est de cette nature. Si l'ensemble de mes charges ici ne dépasse pas en achat-revente 71% ou 50% si je fais du service ou 34%, j'ai malgré tout un point de vigilance par rapport à la notion de TVA, les plafonds de TVA. Je suis non assujettie à TVA si je ne fais pas plus de 85 800 de chiffre d'affaires en achat-vente ou 34 400 € en service. Si je dépasse ces plafonds, j'ai une petite tolérance, mais au-delà de ce seuil-là, je suis soumise au paiement de la TVA. Et attention à moi si je n'ai pas prévu l'évolution parce que je vais facturer à mes clients de la TVA et là, je ne serai plus très compétitif et mon client risque de ne pas être très content et voire de ne plus faire appel à mes services. Donc, ce serait quand même dommage. Donc, important dans mon prévisionnel de bien regarder quel va être mon niveau de chiffre d'affaires. Si je vais passer au-delà de ces seuils, si je vais dépasser ces seuils, auquel cas dans mon prix, il faut que je prenne en considération le fait que je devrais facturer de la TVA. En régime micro, on est quand même soumis au paiement de la contribution foncière économique, à la contribution de formation professionnelle, mais on a accès à des droits en matière de formation aussi, des frais pour CCE ou CM1, et puis des cotisations sociales qui sont vraiment calculées sur la base du chiffre d'affaires que j'encaisse de mes clients, avec des taux qui varient selon la nature de mon activité. Et des obligations comptables de tenir un registre des achats, un journal des recettes avec une mention spécifique sur mes factures. C'est un régime qui est plutôt simple, souple, qui a l'avantage principal de vous permettre de payer au fil de l'eau à la fois votre imposition si vous le souhaitez, vos cotisations sociales. Donc, il a globalement peu d'exigences. Il peut tout à fait parfaitement bien vous correspondre. Il peut tout à fait correspondre aussi à un début d'activité. Vous avez besoin de vous lancer. Il vous semble important de prendre la mesure des choses, de vous approprier un petit peu toutes vos obligations et de voir un peu, de vous tester aussi, de voir comment l'activité prend et se développe. Vous pouvez à tout moment, et surtout en fin d'exercice, basculer dans un autre régime. Donc, il est assez simple, il faut simplement bien qu'il vous corresponde, tout simplement. Vous avez compris, c'est un principe forfaitaire. Donc, autant que les charges que vous avez estimées dans votre prévisionnel couvrent les taux d'abattement forfaitaire pour que vous soyez… que vous ne vous retrouviez pas en difficulté, tout simplement. C'est vraiment le but. Mais c'est un régime assez simple. Sachez que, entre autres, notamment la CCI vous propose de pouvoir bénéficier d'une aide à l'immatriculation. On fait des petits ateliers micro-entrepreneurs. On vous propose une immatriculation pour un coût de 55 € et en fait, on vous accompagne vraiment dans l'établissement des liasses d'immatriculation. Nos collègues à la Chambre du métier fonctionnent aussi de cette façon. Ce n'est pas une offre à ce tarif, mais je n'ai pas forcément en tête les montants, mais renseignez-vous auprès d'eux, ils vous donneront les éléments. Et puis, ce qui est surtout, encore une fois, essentiel, c'est de vous pencher sur votre projet, de nous solliciter. Bien sûr, avec vous, quand on travaille sur le prévisionnel, on va
regarder si ce régime micro est opportun par rapport à votre projet, par rapport à votre typologie de client, voilà, au niveau de chiffre d'affaires que vous allez développer, à l'idée que vous avez, si c'est un complément d'activité, si c'est une activité que vous entendez exercer à 100% de votre temps, si c'est un début, un amorçage, voilà, tous ces sujets, on en parle avec vous, bien sûr, pour voir quel est le régime qui est le plus adapté au projet que vous avez envisagé. Excusez-moi, Oui, je voudrais vous poser une autre question. Je reviens sur la TVA. oui, Et juste savoir en fait si c'était comme le CA global pour une activité mixte. Par exemple, pour le CA global pour une activité mixte, on a dit que donc c'était 176,2 oui, euros et que ça oui. comprenait aussi le plafond de tant d'euros pour les plafonds de service. Et pour la TVA, c'est pareil? Pour la TVA, en fait, si vous avez deux activités, de l'achat-revente et de la prestation, on va regarder le chiffre d'affaires global. Si ce chiffre d'affaires global dépasse, vous serez assujetti à la TVA pour l'ensemble. Mais voilà, pour l'ensemble. Donc, ça veut dire que Oui, mon plafond, c'est 85 c'est 800 ça. et ça comprend 34 400. Oui, absolument. C'est la même chose. OK. Oui, oui, oui. Donc, vous avez vu, hein, 85 800, vous avez une petite tolérance de 94 300. Ça, c'est le plafond max de chez Max, on va dire. Si par contre, vous dépassez ces seuils, 94 300, ben là, vous devenez assujetti à TVA. Vous restez au régime du micro-entreprise, de la micro-entreprise. Par contre, vous allez payer de la TVA. Ça voudrait dire qu'à cet instant-là aussi, en payant de la TVA, vous pourrez la récupérer aussi sur vos achats. OK. Merci. Ouais, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ben, écoutez, n'hésitez pas, Estelle, Marion, Mathieu ou Nathalie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je ne voulais pas préciser, mais vous l'aviez peut-être repéré, hein, vous avez une petite icône QR qui vous permet de pouvoir converser. Je n'ai pas repéré pendant que je parlais qu'il y avait des questions spécifiques. Voilà, donc si vous en avez quelques-unes que vous ne souhaitez pas les partager avec les participants, vous êtes encore tout à fait vous pouvez, n'hésitez pas à utiliser en fait ce petit onglet. Ben, moi, j'aurais une dernière question. Oui, Mais on ne l'a pas trop abordé. En fait, c'est quand on veut créer une micro-entreprise, si on veut commencer en tant qu'activité secondaire, oui. et s'il y a, voilà, au bout de combien de temps on peut passer en activité principale? Est-ce qu'il faut attendre un an ou non? Non, alors quand vous dites en activité secondaire, est-ce que ça veut dire que vous êtes salarié, par exemple, aujourd'hui? Ça, oui. Bah, alors, non, il n'y a pas de… En fait, c'est fonction de votre développement. C'est fonction des ressources que vous allez pouvoir dégager de votre entreprise individuelle. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que vous allez, admettons que vous ayez un statut de salarié aujourd'hui, que vous entendez créer votre propre entreprise sous un régime de la micro. Donc, les deux activités vont se chevaucher, elles vont être en parallèle, on va dire. Vous paierez des cotisations en tant que salarié, hein, votre employeur va prélever sur votre salaire vos cotisations salariales, et vous paierez quand même des cotisations sociales en tant qu'entreprise individuelle. Et l'inversement, ça peut se faire aussi. Par exemple, on se lance et puis finalement, on doit trouver une autre activité pour… Oui, pour vivre quand même, avoir suffisamment de revenus, oui. En fait, si vous voulez, si le sens de votre question, c'est de me demander, par exemple, d'un point de vue social, auprès de quelle caisse je vais être affiliée, est-ce que ça peut être ça, une de vos questions? Non, c'est vraiment de passer
d'un statut. Alors, en fait, si vous voulez, au niveau de la déclaration d'immatriculation, nous, la notion d'activité secondaire, elle n'est pas, c'est pas une information connue dont on a besoin. En fait, on peut simplement déclarer une activité qui a un caractère saisonnier ou un caractère permanent. Mais cette notion secondaire ou principale, elle ne va pas agir. La seule chose qui aura une importance, c'est qu'au niveau de votre couverture sociale, vous serez couvert par la caisse dans laquelle vous aurez le plus de revenus. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que si c'est votre activité salariale qui vous procure un niveau de revenu supérieur à l'activité commerciale ou artisanale, votre couverture sociale, le paiement de vos prestations, maladies et autres, sera faite par la caisse de sécurité sociale. D'accord. Voilà. Ben, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pas. Moi, je suis bien avec vous, mais quelque part, voilà, j'imagine que vous avez aussi prévu d'autres choses. Comme je le disais ce matin pour quelques personnes qui étaient là, Recrea, c'est un mois que la Chambre de commerce et d'industrie et ses partenaires ont souhaité dédier à la création ou à la reprise d'entreprises. Pendant ce mois, du 15 mars au 15 avril, il y a donc 11 webinaires différents. Il y a une page Facebook que vous connaissez, puisque si vous êtes là, vous l'avez repéré sur nos réseaux. N'hésitez pas à regarder si d'autres webinaires peuvent vous intéresser, notamment à venir sur le volet juridique, sur le bail, sur les financements, sur je réfléchis sur comment convaincre son banquier, comment réaliser un prévisionnel réaliste avec les experts comptables, l'INPI, le dépôt de marque. Enfin, vous voyez, c'est assez vaste et varié. Donc, n'hésitez pas à surveiller la publication qui annonce l'ensemble de ces webinaires pour, si ça vous intéresse, y participer. Profitez-en, c'est gratuit. C'est pas souvent qu'en un même mois, vous pouvez accéder comme ça facilement à l'ensemble de ces partenaires. Donc, n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à consulter l'information qui peut se retrouver sur le site de la CCI ou à nous solliciter. On vous accompagne individuellement sur l'ensemble de vos projets. Moi, je vous souhaite une excellente continuation et puis au plaisir de vous retrouver sur les réseaux. À très, très bientôt. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.